Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'affirmation de l'État monarchique du XIe au XVe siècle. Alors, comme vous allez le voir un peu plus tard, c'est véritablement à partir de cette période que le pouvoir royal va se renforcer et pouvoir établir une reconstruction de sa puissance. Alors, à partir du XIe siècle, le pouvoir royal se renforce au niveau économique, politique. Les premiers rois capétiens disposent d'un territoire restreint et ne sont pas du tout respectés. C'est le cas notamment de Hugues Capet. Il possède tout de même un pouvoir divin. Alors, que veut dire pouvoir divin? C'est-à-dire simplement que son pouvoir lui vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il sera tout de même un tant soit peu respecté, car il a été choisi, selon la formule consacrée, choisi par Dieu. Alors, l'État royal sera confronté à de nombreuses crises, comme la guerre de Cent Ans. À la fin du XVe siècle, ses pouvoirs se sont véritablement renforcés dans de nombreux domaines, dans l'administration, dans l'amélioration des finances, des forces armées. Alors, les deux questions qu'on peut se poser, qui d'ailleurs reprendront l'ordre des parties, c'est comment peut-on expliquer la construction d'un État royal du XIe au XVe siècle? Comment se renforce le pouvoir pendant la guerre de Cent Ans? Alors, tout d'abord, euh, il faut établir et évidemment faire l'exercice sur la bataille de Bouvines. Donc établir, si vous voulez, l'importance de cette bataille dans la construction progressive de l'autorité royale. Donc cet exercice est à faire sur le cahier, et nous y reviendrons donc un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne la fondation de l'État royal. Alors, tout d'abord, dans un petit tas, nous allons voir les premiers souverains, qui sont peu influents. Pardon. Alors en 987, vous avez Hugues Capet, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui a été choisi pour être roi de France. Alors vous savez qu'il succède à la dynastie des Carolingiens. Voilà. Il donne ainsi naissance à une nouvelle dynastie, celle des Capétiens. Donc le territoire royal de ces premiers Capétiens est réduit et s'étend de Paris à Orléans. Dans le reste du royaume, les autres seigneurs sont plus puissants, souvent plus riches, et disposent d'un territoire plus vaste. Et le roi, lorsqu'il prend ses décisions, il va convoquer une cour qui est constituée d'évêques, mais aussi des vassaux, c'est-à-dire des hommes qui lui ont prêté hommage et qui doivent le défendre s'il est attaqué. Alors son autorité est renforcée, j'en ai parlé un peu tout à l'heure également, car son pouvoir est divin, il a été choisi par Dieu, il a d'ailleurs les attributs que lui donne évidemment son titre, le sceptre, la couronne, et il a été effectivement choisi, selon évidemment l'Église, par Dieu pour être sur le trône. Il a donc le soutien des membres de l'Église, qu'on appelle les clercs, et il n'est le vassal de personne. Il possède également les attributs du sacre, dont je viens aussi d'en citer quelques-uns. Et il est sacré dans la cathédrale de Reims. Regardez votre manuel, page 88-89. Alors, la construction progressive de l'État royal, petit b. Alors, à partir du XIIe siècle, les domaines royaux s'étendent. De quelle manière? En annexant des terres, en réalisant des conquêtes, en mariant des héritières. En 1214, Philippe Auguste, 1180-1223, bat ses adversaires lors de la célèbre bataille de Bouvines. Célèbre pourquoi? Puisque là, lors de cette bataille, l'issue de cette bataille est très importante pour le royaume de France, puisque Philippe Auguste, qui a donc terrassé ses adversaires, va être un acteur, si vous voulez, privilégié dans la refondation, la construction du royaume de France. Et il va évidemment renforcer considérablement le pouvoir royal, et également le domaine royal va s'étendre en dehors de ses limites de l'époque. Donc les administrations royales se développent, se renforcent, les représentants du roi sont nommés pour gérer au mieux le territoire, les baillis et les sénéchaux, et les souverains s'entourent de plus en plus d'une cour de conseillers qui permettent de les guider, notamment en matière juridique. C'est le cas par exemple des légistes, qui sont spécialistes de droit. Et donc, afin de faciliter les échanges sur le territoire, également une nouvelle monnaie créée, c'est l'écu, créée sous le règne de Louis IX, 1226-1970. Philippe le Bel, 1285-1314, convoque les premiers États généraux. Alors les États généraux, c'était donc une assemblée convoquée par le roi pour obtenir une aide financière. Et là, nous allons aborder le grand 2, le renforcement de l'État royal. Et vous avez un événement majeur qui va contribuer
même si au départ il est vrai que ça a très mal commencé, contribué à renforcer le pouvoir royal. Donc petit a, la guerre de Cent Ans. En 1328, le roi Charles IV meurt sans successeur. Et là se pose un problème, car effectivement, il n'y a pas de successeur direct. Et les seigneurs du royaume choisissent son cousin, Philippe VI de Valois. Alors pourquoi son cousin? C'est simplement que ils n'avaient pas tellement d'autres choix. Si, ils avaient le choix de choisir Édouard III. Sauf que Édouard III est roi d'Angleterre. Donc vous pensez bien que ça n'a pas plu au grand seigneur du royaume. Et donc il choisit Philippe VI de Valois. Mais celui-ci, ce dernier, Édouard III, ne l'entend pas évidemment de cette oreille. Il réclame la couronne. Alors pourquoi réclame-t-il la couronne? C'est simplement que c'est le petit-fils de l'ancien roi français Philippe le Bel. Et donc, il a le droit de succéder normalement à Charles IV. Et ce désaccord entraîne le déclenchement de la guerre de Cent Ans en 1337, qui d'ailleurs ne dure pas effectivement 100 ans, mais un peu plus, 116 ans, puisqu'elle se termine en 1453. Les Anglais remportent au départ en tout cas de nombreuses victoires. Le territoire français se réduit à un peau de chagrin. Et ils remportent notamment un peu plus tard, au début du XVe siècle, la célèbre bataille d'Azincourt en 1415. Ils contrôlent le nord de la France en 1422. Donc c'est très mal évidemment engagé pour le royaume de France. En 1429, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va convaincre le roi Charles VII de continuer la lutte contre les Anglais. La ville d'Orléans est ainsi reprise à ces mêmes Anglais. Et elle permet également le sacre du souverain à Reims. Le nouveau roi de France fait progressivement reculer l'armée anglaise et en 1453, il fait une victoire décisive à Castille. Et les Anglais n'occupent ensuite qu'une petite partie de la France, la ville de Calais. Donc, petit b, la guerre de Cent Ans et l'État royal. Alors ce long conflit a été très coûteux pour les finances de l'État. Les rois de France ont créé d'ailleurs 3 impôts. Vous avez la gabelle, qui est l'impôt sur le sel. Ensuite vous avez la taille, impôt sur le revenu, et les différentes aides, taxes sur le commerce. Et au XIVe siècle, l'armée est constituée de vassaux et de mercenaires. C'est-à-dire des soldats qui combattent en échange d'une somme d'argent. Alors c'est un peu problématique pour les souverains, car évidemment les mercenaires sont attirés évidemment par la monnaie trébuchante, et évidemment ne sont pas très patriotiques. Et en 1445, Charles VII fonde la première armée de métier, et pour le coup fidèle au pouvoir. Des compagnies d'ordonnance sont créées. Alors, que sont les compagnies d'ordonnance? Ce sont des armées, des troupes, alors, qui sont au nombre de 15 et qui comprennent à chaque fois 600 hommes. Donc c'est quand même des compagnies, si vous voulez, militaires assez imposantes. Le roi de France, Louis XI, 1461-1483, va contribuer de même à agrandir le territoire en annexant des provinces et en confisquant des terres. Je vous remercie pour l'écoute et vous souhaite une très bonne journée.